Aujourd'hui, c'est le jour de parler donc de Machine de guerre 2026, que j'ai regardé hier après-midi. C'est une production de Netflix qui est en vedette. Alan Ritchson, mec, je savais que je devais mentionner ce gars, n'est-ce pas? Alan Ritchson, parce qu'apparemment, c'est le gars qui est célèbre en ce moment, il est au sommet là. Parce qu'il est le protagoniste d'une série appelée Richer. Je n'ai aucune idée de ce qu'est cette série Richer, mais je vois que c'est quelque chose d'important. Il faut le mentionner, non? Ce gars est très célèbre actuellement. Et il est dans ce film qui, au moins, ressemble un peu au style de personnage qu'il joue. Il fait déjà une série, d'accord? Alors, quelle est l'intrigue derrière Machine de guerre ici? D'abord, je dois dire qu'il porte le même titre qu'un autre film de Netflix de 2017, également appelé Machine de guerre, qui met en vedette Brad Pitt. Donc deux machines de guerre de Netflix, avec quelques années de différence, n'est-ce pas? Mais celui-ci est un film qui parle d'un militaire de l'armée des États-Unis, un ingénieur du corps du génie militaire. Sapeur, comme ils disent dans le film, n'est-ce pas? Le terme le moins formel, c'est bien sapeur, non? Et je pense, mec, j'ai ça en tête, que j'ai vu Sapero à un moment donné dans les sous-titres de Netflix. Je ne sais pas si j'ai vraiment vu Sapero. C'est peut-être dans ma tête, mais je suis sûr, vraiment sûr que Netflix a mis un dégage de là, mec. Dégage de là. C'est le portugais brésilien à son apogée, non? On ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça, mais bon, c'est un film qui commence, non? Il y a une scène en Afghanistan, pendant la campagne américaine en Afghanistan, qui a commencé en 2001, elle a duré, si je ne me trompe pas, jusqu'en 2022. 2022. Je ne sais pas exactement, mais on voit là deux frères. Ces deux frères, dont l'un est le personnage d'Alan Richardson, non? L'autre, c'est son frère, dont je ne me souviens plus du nom de l'acteur maintenant, qui ont cet échange de paroles, tu sais, très viril, typique de l'armée américaine, n'est-ce pas? Ici, c'est l'idiot aux commandes, là c'est l'autre, c'est qui ce fils de pute qui pose la question? Puis ils vont se rendre compte qu'ils sont frères. Ensuite, ils commencent une conversation sur le fait de devenir rangers de l'armée, n'est-ce pas? Ils vont devenir rangers de l'armée. Pourquoi? Parce que le gars a cette envie depuis qu'ils sont jeunes, n'est-ce pas? Donc, il va y avoir quelques problèmes. Et enfin, son frère, le protagoniste, Alan Richardson, va essayer de devenir un ranger de l'armée. Donc, toute l'intrigue du film tourne autour de ça. Voilà, n'est-ce pas? Même si, mec, même si on fait un détour assez abrupt vers le domaine de la science-fiction. Une fois que cette intrigue d'entraînement militaire, cette histoire d'un soldat amer à cause de son passé, veut devenir un rangé de l'armée. De toute façon, il va finir par trouver, lui et ses compagnons vont finir par trouver, une sonde extraterrestre, n'est-ce pas? Une sonde extraterrestre qui n'est rien d'autre qu'une machine à tuer, une machine de guerre. En fait, c'est une machine de génocide, n'est-ce pas? Ceux qui ont déjà vu l'anime Génocyber des années 90 vont se souvenir de ce concept de génocide par des machines d'origine inconnue, n'est-ce pas? Cela ressemble beaucoup à ce que fait aussi le Terminator, mais à notre époque actuelle, pas dans l'espace apocalyptique du futur. Alors, c'est dans cet environnement que ce film se déroule, n'est-ce pas? Et il profite très bien de cette récente névrose, avec ces objets interstellaires qui ont été détectés et observés en train de traverser notre système solaire, n'est-ce pas? Oumuamua et plus récemment Atlas 3 qui se trouve encore à proximité du système solaire, n'est-ce pas? Donc, beaucoup de gens ont soulevé la possibilité que ces objets soient des objets extraterrestres, et le film a un peu repris cette idée. Gagnons de l'argent avec cette idée et mettons-la à nouveau dans un film militaire. D'accord? Ce n'est pas une idée vraiment originale, comme je vais l'expliquer. Eh bien, ce film, c'est probablement l'un de ceux où l'on peut le plus utiliser ce même de Leonardo DiCaprio, n'est-ce pas? Tu te rappelles quand il regarde la télé et dit « Je me souviens de ça ». Ah, j'ai compris la référence. Tu sais, ce film n'a, en gros, rien de nouveau, rien d'original. Tout ce qui apparaît dans ce film peut être rattaché à un autre film récent ou à un film célèbre d'il y a 30 ans. Alors, qu'est-ce que ça me semble, mec? Il me semble que ce film est financé, je crois même de façon secrète, non? Ce n'est pas avoué. Mais il est financé par le Pentagone, il est financé par l'armée,
parce qu'il a toute cette ambiance de film militaire, pour parler en bien de l'institution, il a vraiment cette ambiance de film qui veut promouvoir les idéaux de la force. Et aux États-Unis, parce qu'on parle d'un environnement où il n'y a pas de service militaire obligatoire, n'est-ce pas? Tout militaire américain doit être un volontaire pour la force. Donc il est nécessaire, là-bas aux États-Unis, que des œuvres médiatiques pour convaincre la jeunesse soient produites, n'est-ce pas? Top Gun a été l'une de ces productions. Plus tard, on a vu Bataille de Los Angeles et après cela, Bataille navale, qui est cette battleship qui en soi a été financée par la marine des États-Unis. Donc tous ces films sont des films financés par les forces armées pour rendre la carrière militaire plus attrayante pour les jeunes. Et tu sais, aujourd'hui, tous les indicateurs montrent que les jeunes consomment du streaming. Donc il est évident que le Pentagone finance une production de Netflix, d'accord? Mais je n'ai trouvé aucune note officielle disant que le Pentagone a fait ça. Mais pour moi, mec, il est très clair que c'était un financement du département de la Défense. Oui, d'accord, on a cette question de Leonardo DiCaprio, hein. Plusieurs fois dans le film, tu vois, par exemple, quand son frère meurt, hein, au début du film. D'ailleurs, je vais faire quelques spoilers dans cette vidéo. Oui, donc si tu n'as pas encore vu War Machine, je te suggère d'arrêter et d'aller regarder. D'accord? Donc quand son frère meurt, au début du film, tu peux remarquer, à ce moment-là, l'image de Leonardo DiCaprio apparaît. Hop, c'est justement l'excuse dont le gars a besoin pour pouvoir entrer dans l'entraînement des Rangers. Et juste après ça, là, tu as l'espace, tu vois, la nouvelle de la NASA, qui suit un supposé astéroïde qui apparaît 2 ou 3 fois au début du film, à quelques minutes d'intervalle, c'est-à-dire que toute la narration change pour que ce journal spécifique de la NASA soit suivi. Donc encore une fois, tu vois, hop, ça c'est du film, et plus tard, là tu as tout d'un coup aussi une carrière qui s'est montrée en bas. Une carrière privée, tu vois, qui s'est montrée en bas. Pourquoi donc, je ne sais pas, mais là tu peux déjà remarquer que ça a un rapport avec la fin du film, non? Bon, le film il se concentre, tu vois, sur la question de devenir un ranger. Et il semble qu'il veuille vraiment instruire, que ce soit le civil ou le militaire, à devenir un ranger. Parce que l'un des premiers dialogues du film, c'est le frère du protagoniste qui lui dit « Tu te souviens qu'on voulait devenir ranger, alors moi je veux entrer dans le processus pour devenir un ranger. » Alors le gars lui répond « Ah, tu parles du RASP, Ranger Assessment and Selection Program, le programme de sélection des rangers de l'armée. » C'est un peu comme si, ici au Brésil, le ministère de l'Éducation finançait un film avec la phrase suivante « Ah, j'aimerais vraiment aller à la fac, tu vois. J'ai vraiment envie de passer le test pour aller à la fac. » Et là, l'autre répond « Ah, tu parles de l'ENEM, non? L'ENEM, Examen national de l'enseignement secondaire. Exactement la même ambiance. » Dennis Quaid, il joue un... C'est l'acteur le plus célèbre du film, Dennis Quaid, et il joue un sergent-major qui est une sorte de général des sergents, un général de brigade des sergents, dans la carrière militaire de l'armée des États-Unis. Donc c'est un sergent déjà au sommet de sa carrière, tu vois. Il est A9, ou peut-être E8 si je ne me trompe pas. Et Dennis Quaid, mec, il a 71 ans et il me semble déjà trop vieux pour jouer le rôle d'un sergent. Même un sergent au sommet de sa carrière, 70 ans. Mais il a un rôle vraiment très petit dans le film. On remarque que ses répliques ont probablement été enregistrées en une seule journée, puis il est rentré chez lui, non? Alors, c'était de l'argent facile pour Dennis Quaid dans cette production-là. Mais quand on montre que Dennis Quaid est un sergent-major, le sergent-chef de la troupe, c'est clair dans le film parce que tu regardes autour de lui, il n'y a personne au-dessus de lui, tu t'en rends compte pendant tout le film. Il n'y a aucun officier, pas un seul officier, pas de lieutenant, de capitaine, de major, de général. Il n'y a personne, il n'y a que des soldats du rang ou enlisted aux États-Unis, donc ce n'est pas un défaut. C'est juste une remarque que j'ai trouvée curieuse. Parce que le sergent-major de Nick Quaid a un bureau. Il a un bureau, un cabinet très luxueux, comme si c'était vraiment celui d'un général, non? Aucun des protagonistes du film, aucun d'entre eux, à part celui-ci, de Nick Quaid, et un autre sergent-chef là, un premier sergent, aucun d'eux n'a de nom, ils sont tous référencés par des numéros. Donc, tu as le numéro 81 qui était le protagoniste,
Tu as le numéro 44 qui est une femme, tu as le numéro 7, donc qui est un soldat qui a déjà une sorte de lien passé avec la famille du protagoniste, et tu as le numéro 15 qui est le comique de service. Le comique de service que vous verrez plus tard dans ce film, ce qui va lui arriver, n'est-ce pas, ce qu'il va devenir. Le reste de la troupe du film, n'est-ce pas, est montré dans le film. Parce que le film va montrer un processus de sélection qui est assez rigoureux et beaucoup, vraiment beaucoup, vont être éliminés, vont échouer. Et il en reste là, environ 15 gars, qui au bout du compte vont être envoyés pour un exercice final, un exercice qui dure quelques jours, qui va, s'ils le terminent, s'il est terminé, n'est-ce pas, leur garantir l'insigne de ranger qu'ils mettent ici sur l'épaule. Ils peuvent porter l'insigne de ranger sur l'épaule. Et alors, ils vont partir pour cette mission, et ils vont être largués depuis un hélicoptère, n'est-ce pas, dans une réserve particulière là-bas au Colorado, une réserve forestière là-bas au Colorado, et là, les choses vont changer très rapidement. Parce que d'abord, ils sont armés avec des munitions à blanc. Donc ils n'ont pas accès à des munitions réelles pour fusil. En réalité, ils ont accès à de vrais explosifs, d'après ce que le film nous montre, et seulement une radio. Mais là, comme je vous l'ai dit, ça va atterrir juste devant ça. Là-bas, en fait, ça va s'écraser au sol devant eux. Un grand hasard. En fait, cette sonde extraterrestre mérite un peu de considération de notre part, non? Parce que c'est une sorte de robot. C'est un robot précurseur et c'est un exterminateur. Tu remarques tout au long du film qu'il y avait déjà une sorte de calibration préprogrammée dans ce robot, parce qu'il savait qu'il devait détruire, éliminer uniquement les êtres humains. À aucun moment du film, tu ne vois le robot tuer des animaux dans la forêt. Il est spécifiquement calibré pour tuer des êtres humains, n'est-ce pas? Et tout le visage du robot, toute son esthétique, mec, il n'y a rien d'original non plus, et ça m'a un peu déçu. Pourquoi? Les effets sonores viennent de Transformers. Tu remarques clairement les effets sonores des films, des robots, tu t'en souviens et tu les entends à nouveau dans le film, donc il n'y a rien de nouveau. Mais il mélange aussi des éléments des tripodes, n'est-ce pas, des trépieds de la guerre des mondes. Parce que, une fois qu'il est activé, il a toute cette séquence de connexion. Tu te souviens que c'est comme un moteur qui démarre, comme si c'était un moteur à réaction qui s'enclenche. Donc il y a tout ça dans le film. Le monstre du film est un robot qui, au final, prend la forme d'un ED-209. Et voilà, personne ne pourra me faire changer d'avis là-dessus. Jusqu'à présent, j'aimerais vraiment pouvoir enquêter davantage et vérifier si c'est vrai ou non, je pense. Vous vous souvenez du film Robocop de José Padilla ? Et comment José Padilla a repris ce Robocop de Paul Verhoeven des années 80 qui était argenté et est devenu célèbre. Il l'a transformé en une chose noire avec une lumière rouge, comme une visière, une sorte de cyclope version Robocop. Personne ne me fera croire aujourd'hui que ce robot du film Machine de guerre n'est pas un reste de la production du Robocop de José Padilla, parce qu'il est l'ED-209, mais avec le style du Robocop de José Padilla. Dis-moi si ce n'est pas vrai, regarde, c'est exactement pareil, c'est indéniable mec, c'est indéniable. Et donc je pense que le choix d'une intelligence extraterrestre d'envoyer sur Terre un robot bipède, un robot qui marche au lieu d'un robot qui vole simplement, tu vois, qui pourrait planer au-dessus du sol, qui pourrait franchir des terrains difficiles beaucoup plus facilement de cette façon, tu vois. Mais choisir un robot bipède qui glisse... Il glisse plusieurs fois dans le film, c'est une sonde extraterrestre tueuse qui glisse plusieurs fois dans le film. Donc, c'est aussi un robot qui est aveugle, vous avez déjà remarqué ça, c'est un robot aveugle. Il n'arrive pas vraiment à voir, à analyser la scène avec ses caméras, il n'arrive pas à faire une analyse en temps réel. Il doit s'arrêter, et c'est là que vient la référence au prédateur, n'est-ce pas? Il doit s'arrêter et faire cette analyse pour détecter s'il y a un être humain ou non,
peu importe si l'être humain est à 1000 mètres ou à 2 mètres de distance. Il n'en est pas sûr, il a des capteurs pour détecter, il doit s'arrêter et faire cette analyse, et là, quand il détecte, alors oui, il attaque. Et tu as remarqué que l'arme du robot tueur extraterrestre n'arrive pas à percer le blindage d'un véhicule américain de reconnaissance, elle n'arrive tout simplement pas à percer le blindage. J'ai trouvé cet extraterrestre très low-tech, tu sais, je l'ai trouvé comme ça. Sa technologie embarquée est vraiment basique, non? Pour une civilisation capable d'envoyer des sondes à l'autre bout de la galaxie pour exterminer d'autres civilisations, c'est une technologie vraiment basique. En plus, tu sais quoi? Le point faible du robot, c'est son radiateur. Imagine ça, tu peux bloquer ou détruire la sonde tueuse en quelques secondes, comme le montre le film, simplement en couvrant son radiateur. Ouais, honnêtement, j'ai jamais vu une sonde extraterrestre avec ce genre de faiblesse, tu vois, au cinéma. Quoique l'étoile de la mort, dans Star Wars, son point faible, c'est aussi son radiateur, non? Mais je pense que ce sont deux choses différentes, là, tu vois, mec. Au moment où le robot se lève pour la première fois, tu te demandes aussi pourquoi. Les Rangers qui sont là, sur le point d'être diplômés comme Rangers, mais en aucun cas ce sont des militaires sans formation, ce sont des militaires débutants, inexpérimentés. Non, ils ont tous de l'expérience. Mais ces Rangers sont restés immobiles, simplement là, debout, regardant une sorte de dispositif inconnu se lever, se tourner vers eux, puis effectuer un balayage. Mon gars, je pense que rien qu'en voyant ce robot se lever là, de la façon dont il s'est levé, au début, n'importe qui, pas seulement un ranger, mais n'importe qui, serait déjà parti de là. Il aurait déjà couru pour se mettre à l'abri. Tu vas rester là à attendre que le robot s'équipe complètement et ensuite qu'il fasse un scan sur toi. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer ensuite, qu'un bouquet de fleurs va en sortir? Non, ah non, mince. Donc ça, c'est une des choses qui m'ont fait ne pas trop aimer la représentation des Rangers, tu vois. Je pense que c'est une erreur des scénaristes. Si ce film a vraiment été financé par le Pentagone, ça aurait dû être retravaillé, retiré du scénario, tu vois. Mais ça empire ensuite parce que tu vois que le scénario tient à faire une division claire entre le protagoniste, tu vois. Alan Richardson, qui est une sorte de super-homme pour qui rien n'était difficile, il n'a pas de mauvais jours, rien ne peut l'abattre. Et les autres, qui sont traités comme des bébés, pas représentés comme des bébés dans le film, parce qu'ils prennent un sergent qui est en train de mourir là. Je pense qu'ils ne connaissaient même pas vraiment ce gars, mais ils pleurent sa mort et demandent une minute. Ah, s'il vous plaît, une minute pour qu'on puisse pleurer la mort de l'instructeur ici. Alors qu'ils sont pourchassés par un exterminateur extraterrestre. Là, tout le monde connaît déjà la capacité de la créature, parce qu'elle a déjà coupé leurs collègues en deux, elle a déjà explosé des têtes et au final elle a blessé le chef. Le chef de leur groupe, qui est le 07, frérot, et ce 07, c'est probablement le ranger le plus résistant de toute l'histoire du cinéma. Je pense que si on doit le comparer à quelqu'un, ce serait peut-être à Tom Cruise dans Mission Impossible ou à 007 dans certains films. Parce que ce gars passe pratiquement tout le film allongé sur une civière avec la jambe blessée. Parce que le robot, je ne sais pas s'il a tiré ou touché sa jambe d'une manière ou d'une autre, mais un pansement a été fait sur sa jambe. Et immédiatement après ça, ce gaz est attaché sur une civière et il tombe d'une falaise. Ensuite, il tombe dans la rivière, il plonge vraiment, il tombe dans la rivière, en bas, puis il tombe d'une cascade. Après ça, il est embarqué, il le monte sur une civière sous la pluie et il est placé dans le blindé. Le blindé secoue plus que tout et il tombe du blindé à grande vitesse. Je ne sais pas comment il n'a pas été piétiné par le robot, mais le 07 ne meurt pas. Il ne meurt pas. Et même en étant là, avec la jambe ouverte, avec une blessure énorme, il n'a pas de fièvre, il n'a pas d'hémorragie, il n'a pas de traumatisme crânien, il ne se casse aucun os, rien. Le gars survit tout simplement. C'est fantastique. C'est fantastique.
Et puis, au final, mec, le film, après que tout le monde soit parti, n'est-ce pas soudainement, et que le protagoniste se retrouve seul, il devient le prédateur. Il devient une sorte de prédateur. Ceux qui ont déjà vu Predator des années 80 avec Arnold Schwarzenegger savent exactement de quoi je parle. Mais ce n'est pas seulement le prédateur. Cette scène finale, c'est Schwarzenegger chassant le prédateur, mélangé avec Ellen Ripley chassant la reine. Alien dans Aliens, le retour, vous avez remarqué ça, n'est-ce pas? Que cette scène, toute cette séquence dans la carrière, elle est mise en scène, éclairée. Exactement comme le pont de chargement de la dernière scène d'Aliens, le retour d'ailleurs. Mec, au moment où Ellen Ripley sort, tu vois, avec cette espèce d'exosquelette mécanique de manutention jaune, c'est exactement la même ambiance que le protagoniste qui sort du garage avec cette pelleteuse, tu vois. Qui va écraser le robot contre le mur, et le robot noir géant, là, il ressemble beaucoup à la reine. L'esthétique est la même d'ailleurs, le protagoniste aussi. Il sort un Tu veux un morceau de moi? Je ne sais pas si Ellen Ripley dit exactement ça, mais au moment où elle parle, c'est Éloigne-toi d'elle, espèce de garce. Éloigne-toi d'elle, espèce de. C'est la même ambiance, c'est la même chose, tout est très similaire. Alors, tu vois qu'au final, comme je l'ai dit, le gaz arrive à détruire le robot simplement en fermant, en bloquant son radiateur. Et là, il surchauffe et explose, et ensuite les munitions du robot, tu vois, fuintent à travers lui. Et la dernière scène, je vais la mettre à l'écran pour que vous soyez sûr de ce dont je parle. C'est copié, mec, presque image par image de la fin de Predator, presque image par image. D'ailleurs, je pense que la tête que fait le protagoniste, la tête que fait Schwarzenegger, genre un merde, quelque chose comme ça, ils regardent, ils ouvrent grand les yeux, puis ils courent et ensuite ils sautent, et l'explosion se produit derrière eux. Exactement pareil, exactement pareil, exactement pareil. Et là, mec, à la toute fin, le gars réussit à finir, le symbolisme est là. Il parvient à terminer l'entraînement Ranger, il obtient son insigne de Ranger, et il sauve le monde tout seul. Parce que personne d'autre n'a remarqué que les robots ont une ouverture d'échappement rouge, brillante, toujours ouverte sur le dessus, personne d'autre. Apparemment, maintenant, la tactique c'est ça. On va bloquer leur radiateur d'une manière ou d'une autre. Maintenant, pourquoi, dis-moi, pourquoi? Pourquoi le protagoniste est-il le seul à ne pas pouvoir porter de casque? Il part à la guerre, pourquoi ne peut-il pas porter de casque? Tout le monde porte un casque. Où est ton casque, soldat? Tu pars à la guerre, bordel. Mais regarde, c'est juste un coup de gueule, ça ne veut pas dire que ce film est complètement mauvais. Non, d'accord, c'est un scénario simple, simplifié à l'extrême. Peut-être qu'il convient mieux au jeune public d'aujourd'hui, parce que j'ai déjà lu à propos de la façon dont les films sont développés aujourd'hui. Pour les personnes qui gardent leur téléphone en main tout le temps, qui doivent regarder les réseaux sociaux en permanence. Et je t'avoue que 2 fois, pendant le film, j'ai fait ça. J'ai pris mon téléphone pour vérifier les mises à jour et tu sais ce que j'ai raté? Je n'ai rien perdu du film, ni eu l'impression d'avoir manqué quelque chose. Alors, peut-être que son objectif a été atteint, peut-être que Machine de guerre est un succès dans ce qu'il s'est proposé de faire. Parce que je pense aussi, j'ai 42 ans, je pense aussi. Une bonne partie des gens qui ont vu le film n'ont même jamais vu ces films que j'ai mentionnés ici, n'est-ce pas? Et ils ne savent même pas de quel film il s'agit. Pour eux, ces films sont des vieilleries. Donc le résultat peut ne pas être aussi banal que ça l'a été pour moi, mais c'est un film qui se porte comme ça vers l'avant. Il y a quelques bonnes scènes, il y a des scènes, certaines scènes sont tendues. La scène de Rio, par exemple, est une scène tendue. La première partie, là, en tête, tu temps à là de cette scène où ils essaient de sortir le blindé de cette position. Pour pouvoir partir avec le blindé, c'est aussi une scène tendue, intéressante. Mais au bout du compte, si tu ne veux pas regarder Machine de guerre, tu ne rates rien, tu ne perds rien non plus.
Je l'ai regardé et je t'enlève ce fardeau des épaules, d'accord? Au final, machine de guerre n'apporte rien de nouveau. Ce n'est pas non plus la pire chose, juste 2 coups de canon, c'est tout. Tu as vu Machine de guerre aussi? Tu es d'accord avec moi? Tu n'es absolument pas d'accord avec ce que j'ai dit. Dis-nous en commentaire, ton avis m'intéresse. Si tu as aimé la vidéo, partage-la et mets un pouce bleu. Abonne-toi à la salle de guerre. Pour ne rien manquer, je m'arrête ici. Merci encore pour ton attention et une grosse accolade de la salle de guerre.